Lorsque l'on évoque la question tarifaire, l'enjeu du coût du capital est évidemment crucial. Et les courtiers ont un rôle à jouer sur cette problématique. Ils ont également un rôle à jouer sur la réallocation des capacités vers des risques émergents sur lesquels les réassureurs sont plutôt frileux. Pour en discuter, je rejoins Eric Père de Guy Carpenter. Eric Père, bonjour. Donc, première question, c'est sur le coût du capital qui est un enjeu majeur pour les rassureurs. Quel est votre rôle, vous, en tant que courtier, sur cette question-là ? C'est un rôle très important parce que, en particulier avec la réglementation de solvabilité 2, le montant de capital nécessaire est de plus en plus important et donc le coût de ce capital prend une importance de plus en plus notable. D'autant plus qu'en ce qui concerne l'état du marché, les taux de prime en entrée sont parfois soumis à des fortes pressions. Donc il faut l'optimiser. Donc notre rôle consiste à aider les clients à comprendre quels sont les éléments clés du coût du capital, comment les réduire et à réfléchir sur le marché de la réassurance traditionnelle ou sur le marché des capitaux, à trouver les meilleures solutions pour l'optimiser. Alors, le coût du capital a aussi une incidence sur les tarifs. Le marché, depuis quelques années, est plutôt sur un cycle baissier. Quels sont les facteurs qui expliquent un petit peu ce cycle baissier, le manque de choc majeur, les capitaux alternatifs, votre rôle, vous aussi, un petit peu de courtier ? Nous sommes l'huile dans les rouages, donc on peut difficilement dire que le courtier est la cause principale. On a clairement une capacité excédentaire, à la fois chez les rassureurs traditionnels et chez les investisseurs qui rentrent à travers soit des nouvelles structures, soit qui viennent augmenter la capacité des structures existantes. De façon un peu paradoxale, les fusions et la consolidation qu'on observe à long terme pourrait orienter le marché vers un oligopole, mais on en est très très loin. Et en tout cas à court terme, on voit exactement l'effet inverse, qui est que lorsque deux sociétés fusionnent, la priorité est de maintenir la somme des parts de marché. Donc si vous ajoutez tout ça, et effectivement dans un environnement où les catastrophes sont rares, et on n'a pas eu de catastrophe majeure, on a clairement structurellement tous les ingrédients pour un marché baissier. Alors, par rapport à ce marché, à ces excédents de capitaux, on a aussi des risques émergents, dont il a beaucoup été question encore cette année. Vous qui faites un petit peu le lien entre les réassureurs et les cédantes, comment est-ce que vous arrivez justement à gérer cette demande de cédantes par rapport à des réassureurs qui sont encore frileux sur l'apport de capacité sur ces risques émergents, sachant que l'excédent de capital pourrait être réalloué sur ces risques-là ? Tout à fait. Mais qu'il ne l'est pas, effectivement, vous avez employé le mot de frilosité, parce qu'il y a une préférence pour les risques connus, et donc on a un effort nécessaire pour emmener les gens vers des risques nouveaux. Alors il y a deux sujets, je pense. Sur les risques émergents, notre rôle consiste à aider les cédantes, les assureurs, à rassembler les connaissances qu'elles ont sur le risque, même si elles sont fragmentaires, pour pouvoir transférer une partie de ce risque vers les réassureurs. Mais aussi à attirer les réassureurs et les pousser à être beaucoup plus proactifs pour aider les cédantes à développer des risques et bâtir des bases de données qui aujourd'hui sont assez fragmentaires. Mais ce que je voudrais aussi signaler, c'est qu'on parle beaucoup des risques émergents, des cyber, etc. Ce qu'on oublie et qui est très significatif en termes de taille, ce sont les risques existants, classiques, qui ne sont pas assurés. On a des taux de pénétration de l'assurance dans certains domaines qui sont encore très faibles et on a à chaque fois que survient un sinistre majeur, en particulier y compris climatique, un écart très important entre le sinistre économique, la perte économique et la perte assurée. Et de notre point de vue, il y a là une source de croissance pour les réassureurs très importante et c'est aussi un effort qui est fait de la part des courtiers, c'est d'essayer de réduire ce différentiel. Donc information, influence sur la stratégie des acteurs et puis aussi essayer de prévoir et de trouver les prochaines sources de croissance pour les deux parties. Ce protection gap, il concerne plutôt les pays émergents comme en Chine, on l'a vu par exemple avec l'explosion de Tianjin où finalement le coût est important mais comme la matière assurée n'est pas très importante, l'impact pour les réassureurs n'est pas très fort. Et ce qui concerne aussi les pays développés où le taux de pénétration de l'assurance, en tout cas en dommages, est quand même beaucoup plus élevé. Il concerne aussi les pays développés. On l'observe aux États-Unis, on l'observe en Europe. Et ce n'est pas forcément sur les dommages directs, mais par exemple sur le thème des pertes d'exploitation, sur le thème des pertes d'exploitation consécutives. On a des industriels, pour prendre cet exemple-là, qui se retrouvent avec des différentiels énormes entre ce qu'est réellement leur sinistre ultime et ce que l'assurance va couvrir. Or, dans le cas des pertes d'exploitation
indirectes en particulier, avec des chaînes d'approvisionnement qui sont de plus en plus complexes, on a des pertes qui peuvent causer de graves problèmes aux assurés, y compris une cessation d'activité, et qui ne sont pas couverts dans l'assurance. Donc je pense qu'il faut sortir du cliché en disant c'est uniquement sous les pays en voie de développement ou dans des zones exotiques. On a aussi chez nous, en particulier dans le domaine industriel, mais pas seulement, ce genre de problème. Et comment vous l'expliquez? Par un manque de suivi peut-être ou C'est assez similaire à la question, au sujet que vous évoquiez sur les risques émergents. La quantité de données et la qualité de données est insuffisante pour une approche statistique fiable. Donc les assureurs et les réassureurs doivent prendre un certain nombre de risques, doivent accepter d'avoir des risques qui sont faiblement modélisés et dont la connaissance va s'affiner au fur et à mesure qu'on progresse. Ils doivent aussi peut-être accepter de raisonner plus par scénario extrême et pas forcément par une approche stochastique, actuarielle détaillée. Donc en termes de nature, c'est le même genre de problème que sur les risques émergents comme le cyber, simplement l'ampleur du problème est très importante. Éric Père, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au rendez-vous de septembre à Monaco.